Au sommaire de cette édition, putsch manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso. Le procès du général Gilbert Diendéré a été renvoyé au 12 juin prochain. Au Niger, 10 ONG ont demandé la libération et l'abandon des poursuites contre 26 militants de la société civile détenus depuis le mois de mars. Et puis la commission chargée de promouvoir l'industrie cinématographique au Kenya a qualifié de ridicule l'interdiction dans son propre pays du film Rafiki, présenté au dernier festival de Cannes. Créée en 2014 dans le sillage de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali et des troubles post-révolutionnaires, l'instance Vérité et Dignité IVD a pour mission de dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013. Elle doit recueillir et diffuser des témoignages, renvoyer des responsables présumés de viol, meurtre, torture ou faits de corruption devant des tribunaux spécialisés et proposer des mesures pour que ces crimes ne se reproduisent plus. L'IVD a fait face à des réticences politiques avec le retour au pouvoir de responsables de l'ancien régime, mais aussi à des différends internes et au manque de coopération d'organes étatiques. Nous allons terminer nos travaux. Rien de la part du gouvernement ou de quelconque parti gouvernemental n'indique qu'il va y avoir un avortement de nos travaux ou une cessation de nos travaux. C'est un geste d'apaisement qui signifie le gouvernement est engagé à faire aboutir le processus, mais il demande à l'IVD un peu d'accélérer et ça ne nous dérange pas du tout. Nous allons accélérer, nous avons intérêt à accélérer, nous n'avons aucun intérêt à jouer les prolongations. Depuis le début de ses activités, cette instance a reçu plus de 62 000 dossiers et entendu environ 50 000 personnes, mais n'a transmis ses premiers dossiers à la justice qu'en mars. Elle a décidé de prolonger jusqu'à fin décembre son propre mandat qui doit finir le 31 mai. Mais cette décision a été rejetée lors d'un vote contesté du Parlement. L'accord ne précise pas de date, mais l'IVD estime avoir besoin de plusieurs mois. Le gouvernement a de son côté indiqué qu'il considérerait les travaux de l'IVD légalement clôturés au 31 mai tout en laissant à l'instance le temps d'effectuer une passation afin que les bourreaux soient traduits en justice, les victimes dédommagées et les rapports remis aux autorités. Depuis mars, l'IVD a renvoyé au moins 32 dossiers concernant des violations graves des droits humains devant des cours spécialisées. Le premier procès instruit par l'IVD s'ouvrira mardi devant la cour spécialisée de Gabès. Le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré et deux autres accusés ont refusé leurs nouveaux avocats. Dès leur rencontre de prise de contact à la maison d'arrêt et de correction des armées, le général Gilbert Diendéré a fait savoir à son nouvel avocat qu'il souhaitait continuer la procédure avec ses anciens conseils. Le problème, c'est que ces anciens avocats, choisis par lui-même, ont jeté l'éponge et quitté le procès suite à ce qu'ils considèrent comme des vices de procédure. Ils avaient contesté la désignation du président du tribunal et le rejet de la liste de leurs témoins. Lorsque l'avocat et son client ne conviennent pas d'une stratégie, c'est très difficile de travailler ensemble, soutient maître Mamadou Keïta, le nouvel avocat du général Diendéré qui entend se dessaisir du dossier. Même situation avec les accusés Nobila Sawadogo et Relwende Compaoré qui rejettent également leur nouvel avocat. Pour le président du tribunal, les nouveaux conseils doivent poursuivre la mission qui leur a été confiée par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Finalement, le procès est reporté au 12 juin prochain où doit commencer l'interrogatoire au fond des accusés. Les avocats des parties civiles se disent satisfaits de la fin de cette phase des incidents de procédure. Moi, je pense que c'est une provocation à l'endroit des Camerounais, spécialement nous qui sommes des patriotes camerounais. La transition politique au Cameroun, le départ de Biya du pouvoir au Cameroun est une chose exclusivement réservée aux Camerounais et aux patriotes camerounais. Nous n'attendrons pas, nous n'avons jamais attendu qui que ce soit de l'extérieur pour venir régler les problèmes politiques dans notre pays. Donc ce ne sont pas les Américains qui viendraient aujourd'hui nous montrer la voie par rapport à la transition politique au Cameroun. Loin s'en faut. En tant que président national de parti politique, je ne saurais
condamner entièrement leur acte parce que voyant la condition dans laquelle les citoyens vivent, voyant les conditions dans lesquelles les populations du nord-ouest et du sud-ouest vivent, voyant les conditions dans lesquelles les compatriotes vivent dans l'extrême nord, je ne peux pas aujourd'hui dire que cet acte était inutile, puisqu'il faut bien que le président de la République comprenne qu'il a plus ou moins fait son temps, bon an, mal an, il a fait son temps. Aujourd'hui, il est préférable pour lui de se retirer. Face à la sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et face à la publicité autour de cet événement, je dois dire qu'on ne peut que, en homme politique, on ne peut que s'interroger parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a aucun feu. Il y a un point de vue qui a été donné au chef de l'État et je pense que certaines personnes essayent de dramatiser la situation pour créer, je ne sais pas, une sorte de retournement afin que nous puissions nous retrouver en train de dire que le Cameroun est agressé. Le Cameroun est nullement agressé. Une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 5 morts et 13 blessés dans le rang des militaires congolais. L'information a été confirmée ce vendredi par l'armée qui avait indiqué la veille avoir tué 10 rebelles ADF dans une offensive contre ces Ougandais musulmans. Créés en 1989 pour défendre les droits des musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la RD Congo, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Les membres de ce groupe, à l'idéologie méconnue, mystérieux et repliés sur eux-mêmes, sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti sur une avenue commerciale où la vie nocturne est d'habitude animée au cours du mois sacré de jeûne musulman du Ramadan, a ajouté le responsable sous couvert de l'anonymat, précisant que les victimes étaient des civils. L'attentat n'a pas été revendiqué jusqu'ici, mais le responsable libyen a accusé des cellules terroristes dormantes qui veulent envoyer un message selon lequel Benghazi n'est pas sûr. La ville, située à 1000 km à l'est de la capitale Tripoli, est contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, hostile au gouvernement en place à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. Benghazi avait été meurtri par un double attentat fin janvier ayant fait près de 40 morts devant une mosquée. Le 9 février, un nouvel attentat avait fait 1 mort et près de 150 blessés, également devant une mosquée. Près de 7 ans après la révolte qui chassa du pouvoir Kadhafi, la Libye reste minée par l'insécurité et les rivalités politiques. La ville de Benghazi a été particulièrement touchée par des violences visant notamment les représentations diplomatiques et les forces de sécurité. Une attaque contre le consulat américain le 11 septembre 2012 a coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens ainsi que 3 autres Américains. En 2017, l'ANL est venue à bout de groupes djihadistes qui s'étaient emparés de Benghazi en 2014 après 3 années de combats meurtriers. Le 7 mai dernier, le maréchal Haftar a lancé une nouvelle opération pour libérer Derna, seule ville de l'Est libyen qui échappe à son contrôle. Cette ville côtière de 150 000 habitants est sous la coupe de groupes islamistes et djihadistes depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Amnesty International et Oxfam et 8 réseaux et organisations internationales non gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d'apaiser la situation. Pour ce faire, elles demandent de libérer les détenus et de mettre fin aux poursuites à leurs égards. C'est à travers un communiqué conjoint que ces ONG ont fait part de leurs requêtes. Cette situation des acteurs de la société civile nigérienne inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains et de développement.
Pour la petite histoire, la majorité des 26 détenus, dont des figures de la société civile, avaient été arrêtés le 25 mars. C'était suite à des heurts à Niamey entre les forces de l'ordre et des manifestants. Ces derniers voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Comme charge retenue contre ces personnes, on peut noter l'organisation et la participation à une marche interdite et la complicité de dégradation de biens publics et privés. Les avocats des détenus ont, le 11 mai, dénoncé la lenteur dans le processus judiciaire et ont annoncé avoir déposé au parquet une plainte contre X pour détention arbitraire de leurs clients. Tous les prévenus ont finalement été entendus entre le 14 et le 17 mai par un juge d'instruction en présence des avocats. La fronde contre le budget s'est estompée à travers le pays depuis l'arrestation de ses principaux meneurs. Mariano Rajoy se trouve de plus en plus lâché par ses alliés centristes après la condamnation de son parti conservateur dans un méga procès pour corruption. Le Parti socialiste PSOE, première formation d'opposition, a déposé une motion de censure à la Chambre des députés pour le renverser et former un gouvernement à sa place. Nous avons déposé une motion de censure contre le président Rajoy. Une motion de censure qui devrait nous permettre de récupérer la dignité de notre démocratie qui est aujourd'hui remise en question par le parti qui gouverne les principales institutions de ce pays. Pour réussir, elle devra être votée par 176 députés, une majorité absolue que le PSOE ne pourrait rassembler qu'en s'alliant à la gauche radicale de Podemos et au petit parti nationaliste dont les séparatistes catalans. Cette crise politique à Madrid intervient au lendemain de la publication par la justice d'un arrêt concluant à un financement illicite du Parti populaire de Rajoy. Selon cet arrêt de l'audience nationale, le PP a bénéficié d'un vaste système de pots de vin contre des marchés publics dans plusieurs municipalités. Ce tribunal compétent, notamment pour les affaires de corruption, a également conclu à l'existence d'une caisse noire pourtant niée par les dirigeants du PP. Le parti au pouvoir a immédiatement annoncé qu'il ferait appel de la décision de l'audience nationale qui le condamne à rembourser plus de 245 492 € pour avoir participé à titre lucratif à ce système tentaculaire. Il n'y a pas de loi qui vous permet d'interdire un film après qu'il a été délivré une licence et filmé conformément aux lois du pays. Et si votre prémisse pour interdire un film est le sujet, alors vous êtes sur un terrain très glissant. Et la justification pour interdire Rafiki, c'est qu'il contient de l'homosexualité et que l'homosexualité est en contradiction avec notre culture nationale. Qui a vu une production kenyane dans laquelle il y a un vol? Qui a vu une production kenyane dans laquelle il y a un meurtre? Il y a du terrorisme, il y a de la corruption. Quelle prémisse ridicule à avoir. Alors, nous allons juste voir des films aseptisés où nous faisons tout ce qu'il faut et vivons comme des anges. Bien sûr que non. Donc, en tant que prémisse, c'est intellectuellement complètement invalide et en droit, c'est également complètement invalide. N'enfreignez pas la Constitution et ne dites pas aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas filmer et je crains qu'après cela, il y aura litige, bien sûr. Cela va mettre à jour de l'embarras au sein du gouvernement et en tant que membre du gouvernement, ce serait très malheureux.